Alors bonjour, cette semaine dans notre session de tuto en sciences, nous allons répondre à vos questions et bien sûr, voici quelques sujets que nous allons couvrir. On va parler un peu du télescope spatial James Webb qui est presque prêt à nous donner des photos fantastiques. On va parler de température au télescope, mais un peu la température de l'univers. On va parler du cycle de l'azote et j'ai oublié un petit mot ici. Nous allons regarder notre station spatiale internationale commence à vieillir, donc les personnes commencent à penser à notre prochain grand projet. Et on va parler du projet Gateway. On va aussi parler du fait que nous allons continuer avec notre discussion sur les piles à combustion. Et je viens de voir que j'ai répété 2 fois le sujet. Et puis, nous allons parler un peu de pollution aujourd'hui avec les moteurs à combustion. Donc, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui, mais avant tout, je suis ici pour répondre à vos questions. Alors, bonjour chiffre alphabet, je suis content que tu sois avec nous. N'oubliez pas que tout au long de la session, si vous avez des questions de clarification, on les met dans la section chat. Et si vous regardez en rediffusion, vous mettez vos questions dans la section commentaires que j'utilise pour, bien sûr, préparer nos sessions à chaque semaine. Et ça fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Alors, voyons voir. Le télescope James Webb. Donc ça, vous savez que j'aime bien parler d'astronomie parce que l'astronomie, c'est toujours fantastique. Voyons voir si on peut avoir une meilleure image. Voilà, voilà. Donc, nous avons ici notre télescope James Webb qui a été lancé le 25 décembre de l'année passée, donc ça fait quelques mois. Mais chose intéressante, on a un télescope qui est allé dans l'espace, mais on a dû le développer parce qu'il était dans une fusée et on a dû s'assurer qu'il soit prêt. Deuxièmement, il fallait aussi s'assurer que les températures de l'équipement fonctionnaient très bien. J'ai montré il y a quelques semaines et je vais mettre une carte ici, en haut, ici ou ce côté-là, lorsqu'on a parlé du déploiement du télescope. Ça sera fantastique. Mais si on regarde ici, nous avons notre télescope et on peut voir qu'il y a ici une grande toile. Et cette toile permet de faire 2 choses. Premièrement, permet de protéger le télescope de la chaleur du soleil, de particules et ainsi de suite. Deuxièmement, permet au télescope d'être dans le côté obscurci ou un côté obscur où il n'y a pas de lumière. Et c'est important parce que si on veut utiliser un télescope, on ne veut pas que la lumière du soleil compétitionne avec la lumière des étoiles. Alors ici, j'ai pris quelques petits clips, ça vient du site web de la NASA. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde notre télescope ici, du côté du Soleil, c'est peut-être, alors ici on remarque que c'est entre 14 et 50 degrés Celsius. Donc on peut voir qu'il y a une certaine température du côté du Soleil. Maintenant, il y a 5 membranes qui protègent notre télescope. Et on peut voir que les températures du côté du télescope sont à moins 230 degrés à peu près. Donc on peut voir que ces petites membranes, qui sont des petites couches, permettent de protéger le télescope de la chaleur et de la lumière. C'est un peu lorsque c'est l'hiver, par exemple, ou l'automne, et il fait froid. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre plusieurs couches. On va mettre plusieurs couches de vêtements. Plusieurs couches de vêtements permettent de pouvoir isoler. C'est un peu ce que nous avons ici avec ces membranes. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on a besoin de s'assurer que notre télescope soit bien développé. Donc, ils ont déployé ici la partie du télescope. Deuxièmement, il faut s'assurer que certains instruments doivent aller à la température ambiante. Ça, c'est important parce que n'oubliez pas que certains métaux et matériaux, il y a de l'expansion lorsqu'il fait plus chaud et il y a un rétrécissement lorsqu'il fait plus froid. Donc, lorsque le télescope est allé dans l'espace, il a dû s'acclimater à un environnement qui est plus froid. Et lorsque j'ai regardé un peu ce qui se passe, la plupart des instruments sont à moins 235 degrés à peu près. Alors, on peut voir ici, moins 240. Ça, ce sont les différentes parties. Ils sont nommés ici, on peut voir.
Alors, ce sont les parties qui sont derrière, qui analysent les infos. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a un des récepteurs ici. Alors, c'est la partie à l'arrière où c'est le détecteur infrarouge, si je me rappelle bien, qui a besoin pour bien fonctionner, à être à une température beaucoup plus basse. Donc, il y a, même s'il fait très froid, il y avait un système réfrigérant pour s'assurer que la température est encore plus basse. Et cette température devait descendre pour maximiser notre instrument à moins 267 degrés Celsius. Ça veut dire que on a besoin du temps pour faire cela. Et voyons voir si je peux aller voir. Ici, il y avait, voilà. Donc ici, il y avait quelques graphiques. Ça, c'est sur le site web de la NASA. Donc, on peut voir que les températures se sont... alors, après quelques jours, les températures étaient assez stables, mais on peut remarquer que il y a un certain... L'appareil ici, qui devait être très froid, devait être refroidi beaucoup plus avec ce système réfrigérant. Donc, on a besoin de quelques jours pour s'assurer de stabiliser cette température. Et devinez quoi? Aussitôt que ça c'est fait, on se retrouve et voyons voir si je peux trouver. Alors, où est cette ligne? Alors, moi, j'aime bien cette ligne de temps ici. On peut voir qu'on est presque arrivé ici et les instruments vont pouvoir fonctionner sans problème. Donc, on s'attend à voir des photos très, très bientôt. Et vous savez, comme moi, qu'on regarde le développement de ce télescope spatial depuis plusieurs mois. Mais ça vaut le temps d'être patient. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant pour vous de continuer à parler de ce développement technologique, parce que n'oubliez pas, c'est un projet astronomique, d'astronomie, bien sûr, mais aussi c'est un projet qui se rapporte à l'ingénierie, qui se rapporte à la science, qui se rapporte à toutes sortes de champs d'action qui vont nous permettre de, bien sûr, découvrir un peu plus sur notre système, pas sur le système solaire, mais dans notre univers. Et ça, c'est excitant. Et je regardais, lorsque l'on pense à notre système solaire, voyons voir, j'ai besoin de rouge. Nous savons que nous avons notre petite planète Terre qui est ici. Alors, notre planète Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil et on a une température qui nous permet d'avoir les 3 états de l'eau, donc gazeux, liquide et solide, et c'est ce qui permet d'avoir la vie sur Terre comme nous la connaissons. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, ça veut dire qu'on a des températures dans notre système solaire. Et si on regarde ici du côté froid, on a plus ou moins 45 à 50 degrés Celsius si le Soleil frappe une surface. Mais de l'autre côté, c'est moins 231 degrés, donc c'est beaucoup plus froid à l'ombre. Donc ça, c'est à considérer. Donc, moins 230 degrés Celsius. Et la question que je me disais, c'est, OK, si on s'éloigne des étoiles, on va éventuellement refroidir et atteindre une valeur de température très basse. Et je me suis dit, quelle est la température moyenne, selon les astronomes et les cosmologues, sur la température moyenne de l'univers? Et ça, c'est intéressant à réfléchir. Donc, j'ai fait un peu de recherche et d'après ce que j'ai vu, on a moins 2,7 degrés Kelvin. Et ça, c'est la température en Kelvin moyenne de l'univers. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on utilise des températures Kelvin? Alors ça, c'est intéressant parce que le Kelvin est une température, c'est une unité de température qui est différente du degré Celsius. Donc, on va parler un petit peu de ceci parce que c'est un point intéressant, surtout lorsqu'on parle d'unité de température. Alors, il y a eu des scientifiques dans le passé qui se sont dit, OK, nous savons qu'il y a la glace qui est solide lorsqu'on est à 0 degré.
Celsius. Nous savons que celle-ci, l'eau est liquide, donc si c'est plus petit que 0 Celsius, c'est liquide entre 0 et 100 degrés Celsius. Nous savons que l'eau peut être gazeuse plus grand que 100 degrés. Et si on augmente la température, on se retrouve avec un plasma. Donc, on a beaucoup de particules qui bougent énormément. Et si on refroidit, on va du côté de la direction inverse. Ce plasma devient de la vapeur, qui devient de l'eau liquide, qui devient de la glace, qui est de l'eau solide. Maintenant, lorsqu'on a ici notre glace, qui est fait d'eau, ce sont 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Mais chose intéressante, c'est que nous avons à l'intérieur de cette molécule des électrons qui bougent. On a des vibrations des noyaux à l'intérieur de cette molécule. Donc, les personnes se sont dit, OK, y a-t-il une température où, à un certain temps, toutes les particules arrêtent de bouger? C'est comme s'il n'y aurait plus d'énergie du tout pour les particules. Et c'est ça qui est intéressant pour les scientifiques. Alors, ce que les scientifiques ont fait, bien sûr, on a eu besoin de pompes, de certaines pompes. Alors, on a eu besoin d'électricité, de pompes pour enlever la pression. On a eu besoin d'équipements pour faire baisser la température. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que on peut avoir moins 10 degrés Celsius dans l'environnement. On peut avoir moins 100 degrés Celsius. Ici, sur la planète Terre, il n'y a pas de température aussi basse. Par contre, si on prend une planète comme Mercure, du côté où il fait nuit, il fait très très froid et on sait qu'ici, sur le côté froid du télescope, ça c'est possible. Mais nous allons avoir ici des appareils qui vont fonctionner quand même à des températures très basses. Donc, ici, on a température en degrés, on a ici énergie. Okay. On a remarqué que si on baisse les températures, même si on a une température qui est à 0 degré, les scientifiques ont dit qu'il y a encore de l'énergie dans la matière. Donc, ce qu'ils ont dit, ils ont continué à faire baisser les températures et ont remarqué qu'il y avait encore de l'énergie, des particules dans les atomes. Et éventuellement, on a réussi à descendre à peu près moins 4. Oups. Je pense que c'était après moins 269 degrés Celsius. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on arrive à un moment où notre équipement ne pouvait pas descendre beaucoup plus que ceci. Et à ce moment-là, on a eu de l'hélium, qui est un gaz, bien sûr, qui est très léger. On les met dans les ballons durant les fêtes. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ici, on s'est retrouvé avec de l'hélium qui était liquide. OK, ça c'est intéressant. Mais si on a de l'hélium qui est un élément, qui est encore liquide, mais qui n'est pas encore un solide, ça veut dire qu'il y a encore de l'énergie dans cet hélium. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que nous avons des expériences qui nous ont donné une tendance. Et cette tendance, éventuellement, on est arrivé ici et on s'est dit, c'est impossible pour l'instant avec la technologie qu'on a d'aller plus froid. Donc ici, on a fait une extrapolation. Ça veut dire qu'on a regardé la tendance et on s'est dit, si la tendance continue, quelle serait la température ici où il n'y a plus aucune énergie dans les particules? Et de mémoire, ça serait à peu près, c'est moins 273, je pense, et 15. Sûrement que depuis que j'ai étudié ceci, on a eu un nombre plus précis, mais on se dit que le zéro absolu serait la température où les particules n'ont plus d'énergie du tout. Donc le Celsius, c'est fantastique, on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours. Mais pensez, ça serait intéressant si on pouvait faire des sciences à partir de
températures où c'est 0 et on a des températures positives sans avoir des températures négatives. Et c'est ça que Kelvin a fait. Kelvin s'est dit, OK, prenons cette température ici et disons que ceci serait notre zéro absolu. Donc, un zéro. Et les zéros absolus seraient 0 Kelvin. Donc, on s'est dit que si on prend un zéro absolu ici, à 0 Kelvin, aucune énergie à nulle part. Donc, aussitôt qu'on a un petit peu d'énergie, on aura 1 Kelvin, 2 Kelvin, et ainsi de suite. Ça veut dire que en Celsius, nous aurions moins 273 degrés et même plus bas, ou on pourrait dire 0 Kelvin. Alors, regardons ce que nous avons ici comme information. Donc, on peut voir qu'ici, nous avons parlé du côté froid qui était entre 14 et 51 degrés Celsius, mais nous avons ici 324 K et 287 K. Le K représente les Kelvin. Voilà. Oh, c'est intéressant. Je ne sais pas si on a fait un typo ici. C'est intéressant. Il y a des difficultés avec les nombres de Kelvin ici. Probablement qu'il y a des difficultés parce que ça vient des États-Unis et on utilise les Fahrenheit, qui est une autre unité de température. Donc ici, je veux dire qu'il y a un petit problème. Par contre, on peut voir ici que à moins 231, moins 236, on peut voir en Kelvin la température. Et on peut voir ici que nous avons notre instrument qui a été refroidi à 6 Kelvin. Notre hélium devient liquide à 4 Kelvin et notre température de l'univers moyenne est de 2,7 Kelvin. Donc, on peut voir que même s'il y a des étoiles qui sont très, très, très chaudes, le fait qu'il y a tellement de distance entre les étoiles, entre les galaxies, que notre univers est tout de même très froid. Donc, ça, c'est intéressant. Bonjour, Vangelis. Nous avons ici Vangelis qui est arrivé. Ça va très bien, merci. Je suis content que tu sois ici. Alors, bonjour. Est-ce que vous savez quel sera l'avenir du télescope Hubble? Oh, ça, c'est une excellente question. Le télescope Hubble est fantastique. Ce qui arrive, par exemple, c'est que c'est un télescope qui a peut-être, je ne sais pas, une grosseur, disons, d'un autobus, d'un petit autobus. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a un instrument qui est très, très gros et on doit être capable de le bouger. Et la difficulté qu'il y a eu et qu'on vient de réparer, c'est qu'on a besoin d'un gyroscope à l'intérieur de notre télescope Hubble pour garder la bonne direction, pour que nos surfaces réfléchissantes et récepteurs soient toujours alignés à la même place. Comme ça, on peut accumuler de la lumière pour prendre des photos. Donc, présentement, je sais qu'on a réparé ça, je pense, il y a une année ou deux, mais il y a eu comme quelques années où on ne pouvait pas prendre de photos avec le télescope. Donc, tant qu'il y aura des universités et des gouvernements qui seront prêts à payer les réparations, à payer des astronautes pour aller le réparer, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Mais nous savons que les gouvernements présentement essaient de dépenser moins de sous, sachant qu'il y a des compagnies privées, comme par exemple SpaceX. Et il y a aussi quelques autres compagnies qui essaient de voir ce qu'ils peuvent faire. Donc, ils essaient de donner, on va déléguer certaines responsabilités. Ça veut dire que les gouvernements vont payer moins de sous. Donc, alors, combien de temps est-ce qu'on va garder notre télescope Hubble? C'est une excellente question. On va espérer encore plusieurs années à plusieurs décennies. Par contre, on a présentement des petits satellites qui sont envoyés dans l'espace. Je sais que le Canada a envoyé, a envoyé un petit télescope, il s'appelle MOST. Et le télescope est la grandeur d'une valise. Donc, puisque c'est une valise, c'est dans cette traînée de microsatellites où on utilise des photos digitales,
on a besoin d'appareils beaucoup plus petits. Et donc, à ce moment-là, d'après moi, c'est le futur de cela. Donc, tant que il y aura des sous et de l'intérêt pour Hubble, il y aura ce satellite qui va fonctionner. Mais éventuellement, ça va coûter trop cher pour le réparer. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va probablement le faire entrer dans l'atmosphère. On n'a pas de date, mais ça va venir éventuellement. Et ça, c'est intéressant parce que ça m'amène sur un autre point. Je regardais, alors il y a quelques mois, on a parlé de la Station spatiale internationale. Donc, on sait comme moi que la Station spatiale internationale est un projet qui contient plusieurs pays. Maintenant, notre station spatiale a déjà une trentaine d'années. Vous imaginez, ça fait déjà une trentaine d'années qu'il est dans l'espace. Et puis, il y a eu beaucoup de coopération internationale. Et je vais dire que c'est probablement un des projets géopolitiques qui a eu le plus de succès. Je dis géopolitique parce que dans la station spatiale, il y a des parties qui ont été faites par différents pays. Et il y a beaucoup de scientifiques internationaux qui y vont. Maintenant, on a certains conflits maintenant dans l'Est de l'Europe. Les gouvernements commencent à changer un peu les façons de voir. Donc, on se dit que la station vieillit. Donc, on a dit que la station est probablement en 2031. Ça, c'est la date où celui-ci va être décommissionné. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Donc, on va détruire la station spatiale. On va la faire rentrer dans l'atmosphère et elle va atterrir dans l'océan. Donc, il y a de vieux équipements qui commencent à vieillir, comme le télescope Hubble, qui a eu des photos fantastiques, mais aussitôt que le James Webb va arriver en ligne, ce sera beaucoup plus économique et on aura de meilleures photos avec le télescope Webb. Maintenant, ça, en 2031, la station spatiale ici, spatiale internationale, finira ses jours. Mais un des sujets que je voulais discuter, voyons voir. Oh, donnez-moi un instant. Où est-ce que c'est? C'est ici. Donc, je sais qu'il y a plusieurs pays, incluant le Canada, les États-Unis, et je ne sais pas qui sont les autres groupes qui veulent le faire. Mais on est en train de regarder une station spatiale lunaire. Donc, présentement, beaucoup moins d'efforts sont donnés pour la Station spatiale internationale. Et on se dit que puisqu'il y a des personnes qui pensent à faire vivre des humains pendant un certain temps sur soit la Lune ou soit Mars, et vous savez comment il y a des personnes qui ont toutes sortes d'idées, on se dit qu'une station spatiale lunaire Gateway serait la prochaine étape pour pouvoir explorer notre système solaire. Donc, c'est une station spatiale lunaire qui serait près de la Lune, qui permettrait d'être une façon d'aller sur la Lune et faire pas une colonie, mais mettre des scientifiques sur la Lune pendant plus que quelques jours, de façon à ce qu'on puisse apprendre à développer une façon de vivre sur un autre objet céleste. Et éventuellement, ça va nous aider pour ce qu'on veut faire pour Mars. Donc, il y a peu d'informations sur la Station spatiale lunaire Gateway. Je sais qu'on veut commencer à envoyer de l'équipement dans les années 2024, je pense. Donc, c'est dans 3 ou 4 ans. Maintenant, avec COVID, ça change un petit peu, mais on veut en faire un laboratoire scientifique, un banc d'essai pour les nouvelles technologies, une escale pour l'exploration de la surface de la Lune, un centre de contrôle pour mission de la Lune, et un jour un tremplin pour aller sur Mars. Parce que n'oubliez pas que ça prend beaucoup d'énergie de partir de la Terre et d'aller dans l'espace. Donc, si on peut commencer dans l'espace à faire comme un entrepôt de ressources, ceci va nous aider pour aller à la prochaine étape. Donc, excellente question, Vangelis. Je pense que c'est intéressant de penser à cela. Très bien. Alors, voyons voir. C'est bon, c'est bon. Donc, ça, c'est la partie astronomie d'aujourd'hui. Alors, bonne question ici, Vangelis, sur
le télescope Hubble. Donc, voyons voir. Notre prochaine question se rapporte à une... Alors, on m'avait posé une question sur les piles à combustible. J'avais répondu un petit peu et j'avais besoin d'un peu plus de recherche pour finir l'explication. Donc, voyons voir. Lorsqu'on a une pile à combustion, non, pile à combustible, pile à combustion, j'ai fait une pile à combustion. C'est beaucoup mieux comme ceci. Merci de votre patience. Voilà. Donc, une pile à combustion, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a l'idée de combustion. Donc, quelque chose doit arriver pour faire une réaction chimique qui va donner de l'énergie. OK? On a l'idée de pile. Donc, une pile, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où on a une possibilité d'avoir un réservoir d'énergie potentielle utilisable quand on veut. Donc, une pile à combustible, c'est une façon de pouvoir avoir un contenant qui contient de l'énergie. Donc, une pile, mais cette énergie est basée à partir de l'hydrogène. Donc, il y a plusieurs endroits, plusieurs projets où on a des voitures qui fonctionnent avec l'hydrogène. On a aussi des autobus. Par contre, les coûts sont un peu plus grands que la majorité des personnes pourraient utiliser pour l'instant. Mais n'oubliez pas, les technologies avancent et donc les coûts commencent à baisser. Un autobus d'une ville, c'est fantastique parce qu'un autobus urbain, il y a beaucoup de personnes qui les utilisent. On est dans un endroit où, dans une ville, on veut minimiser la pollution, on veut minimiser le smog. Donc, les piles à combustible sont fantastiques. Alors, la façon que ça fonctionne, comme j'avais mentionné il y a quelques semaines, c'est qu'on a un réservoir où il y a ici un gaz qui est l'hydrogène. Ce gaz ici, c'est comme va passer ici dans cette pile où quelques événements ou réactions arrivent. Premièrement, on a besoin d'un petit peu d'énergie. Un peu d'énergie pour que, si on prend une molécule à la fois d'hydrogène ici, on va le défaire de façon à ce qu'on ait des ions d'hydrogène ainsi que des électrons disponibles. N'oubliez pas, lorsqu'on a une pile, c'est les électrons qui bougent, qui nous permettent de pouvoir avoir de l'énergie. Maintenant, chose intéressante, on a un électrolyte ici. Donc, un électrolyte, c'est comme lorsqu'on a une pile dans nos petits appareils. C'est un endroit où ça peut être soit un liquide ou ça peut être plutôt pâteuse, une substance pâteuse, un peu comme une pile. Et lorsque les électrons traversent ici, les électrons vont avoir une quantité d'énergie qui est augmentée. Donc, bien sûr, je simplifie un peu, mais tout de même, on a ici des électrons dans l'électrolyte et ceci nous donne de l'énergie disponible pour notre véhicule. Maintenant, nous avons nos deux ions qui sont ici. Et donc, ces deux ions qui sont maintenant séparés à travers notre électrolyte ici, va entrer en contact avec de l'oxygène et de l'air. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces ions ici ont quand même une énergie qui est très forte. Et cette énergie va faire qu'ils vont s'associer avec l'oxygène pour créer des molécules d'eau. Bien sûr, dans l'air, il y a de l'azote, bien sûr. Donc, l'azote va sortir et de l'eau. Donc, la pile à combustible se retrouve ici à avoir une production d'énergie avec une production de pollution qui est très, très, très faible. C'est de l'eau, aucun problème, et donc c'est fantastique. C'est pour ça qu'on aime bien cela dans les villes. Très bien. La difficulté que les scientifiques ont et les planificateurs urbains ont, c'est que il faut s'assurer d'avoir ici de l'hydrogène gazeux. Donc ici, il y a quelques façons de le faire. On peut avoir des réservoirs à gaz comprimés. Maintenant, ceux-ci doivent être renforcés parce que s'il y a un accident,
il ne faut pas que ces contenants brisent parce que ça peut causer des explosions. Donc, c'est des petits réservoirs dans des voitures renforcées. Habituellement, les autobus de la ville ne vont pas très, très vite, donc les risques sont moins grands. Ça, c'est si on a des réservoirs avec du gaz. Maintenant, ici, je vais dire ici les hybrides. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a moyen d'utiliser des métaux ou d'autres substances chimiques pour contenir ces ions d'hydrogène. Alors, ce n'est pas ces ions, mais ces atomes d'hydrogène, de façon à ce que lorsque l'on a besoin du gaz, l'hydrogène quitte ces hybrides et vont entrer dans le système. Donc ça fonctionne très bien aussi. C'est beaucoup plus sécuritaire parce qu'il n'y a pas de réservoir où il y a du gaz. Et si je me rappelle bien, ceux-ci, on peut bien sûr les recharger pour qu'on puisse faire fonctionner les autobus. Maintenant, la difficulté qu'on a en disant, ici, on produit de l'eau comme déchet, donc ça n'a pas de pollution. La difficulté, c'est lorsqu'on fait l'hydrogène gazeux, lorsque l'on fait on recharge ces réservoirs qui contiennent de l'hydrogène, cela prend de l'énergie. Et cette idée, c'est que l'énergie nécessaire pour faire l'hydrogène, est-ce que cette énergie est plus petite ou plus grande que l'énergie créée pour les autobus? Et c'est ça la difficulté. Parce que si on a besoin de dépenser de l'énergie pour avoir de l'hydrogène et avoir une production d'énergie plus faible, point de vue économique, ce n'est pas viable. Maintenant, une ville peut faire ceci parce qu'on veut diminuer les pollutions, mais tout de même, il y a des scientifiques qui ont des idées intéressantes. Et possiblement que vous allez avoir des idées intéressantes sur cela. Donc, voyons voir. Chose utile, il y a ce qu'on appelle l'électrolyse. Alors, l'électrolyse, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on a de l'eau ici, on donne de l'énergie pour obtenir de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc, deux molécules comme ceci va donner deux molécules d'hydrogène et une d'oxygène. Maintenant, on a besoin d'énergie pour faire cela. Et l'idée, c'est, on peut utiliser l'électricité. Donc, on peut utiliser, par exemple, si nous avons une centrale nucléaire ou de l'hydroélectricité qui produit de l'énergie de façon qui ne coûte pas très cher et a peu ou très très peu de pollution, cela fonctionne bien. On peut bien sûr utiliser l'énergie solaire pour faire cela. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui pensent à cela. Donc, pensez. Pensez si nous avions, par exemple, des grands bâtiments, nous avons des toits à grande surface où on pourrait avoir des panneaux solaires. Ces panneaux solaires créent de l'énergie gratuitement avec le soleil, nous permet de donner l'énergie pour l'électrolyse, pour faire notre hydrogène. Ceci pourrait être une bonne façon de le faire. Mais n'oubliez pas, faire des panneaux solaires crée aussi de la pollution. Donc l'idée, c'est lorsqu'on a une idée potentielle pour faire de l'énergie, pour minimiser la pollution, il faut toujours regarder à l'ensemble de tout ce qui est interconnecté ici. Et c'est pour ça qu'on a besoin de scientifiques, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de chimistes, on a besoin de toutes sortes de personnes en sciences pour s'assurer que tout va bien. Donc, je l'ai mentionné ceci, les piles à combustion, c'est fantastique. Est-ce que c'est pour le marché de tout le monde? Pas encore. Mais ça va possiblement venir et c'est ça qui est excitant. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter avec la pile à combustion à ce qu'on avait proposé il y a quelques semaines. Alors, j'espère que vous avez apprécié ceci et tout le fait qu'il y a toute une industrie nécessaire ici pour supporter ce produit ou cette idée de pile à combustion. Alors, notre prochaine question, cela nous vient de chiffres alphabet et la question est comment se forme le charbon?
Donc, le charbon, si on pense à notre histoire depuis la révolution industrielle, donc fin des années 1800, nous avons un solide qui est fait de carbone. Nous allons brûler ceci, nous allons avoir du CO2, de l'eau et de l'énergie, comme ceci. Donc ça, c'est un peu simplifié, et je vais ajouter d'autres composés chimiques dans quelques temps. Donc ça ici, c'est le charbon en assumant que ici, c'est du carbone seulement. Maintenant, chose intéressante, comment est-ce que celui-ci est formé? On doit aller dans l'histoire un petit peu. Donc, nous avions ici notre Terre. Nous allons aller dans l'histoire et on va dire que il y avait un certain temps où il y avait beaucoup de végétation et beaucoup de, voyons voir, j'ai pas de verre beaucoup. Donc, si on recule plusieurs millions d'années, nous avions des endroits autour de la planète où la végétation était superbe. Elle était vibrante. La quantité de plantes qui étaient là prenait du CO2 ici de notre atmosphère, ont mis de l'oxygène dans notre atmosphère. Ceci qui est intéressant, c'est que ceci a permis d'avoir des animaux et des organismes vivants qui ont pu augmenter en quantité et en nombre. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on avait des environnements qui étaient fantastiques. Maintenant, notre planète a évolué, les plaques tectoniques ont bougé, mais chose intéressante, c'est que lorsqu'on a ici des plantes qui grandissent et qui meurent, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous savons, et vous avez sûrement déjà vu, nutriments. Vous êtes déjà sûrement allé en forêt, où il y a peut-être une petite couche de terre qui est beaucoup plus foncée, plus noire. C'est fait de matière organique décomposée. Peut-être que vous faites du jardinage à la maison, vous savez où vous avez un grand jardin, vous savez que pouvoir avoir une matière organique décomposée, ceci permet de mettre des nutriments dans la terre. Mais si nous avons un environnement très riche et il y a beaucoup d'organismes vivants comme ceci, qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette couche ici, avec le temps, va devenir de plus en plus épaisse. Parce qu'il y a avec les centaines d'années, avec les milliers d'années, les dizaines de milliers d'années, on a une augmentation de la quantité de matière qui est organique. OK, donc ça c'est la première chose. Voyons voir. Donc ici, nous avons la roche comme ceci. Nous avons la forêt qui est ici. Nous avons ici l'humus. Alors, nous à la maison, on appelle ça de l'humus, cette terre noire qui nous permet de pouvoir supporter la végétation, comme ceci. Mais chose qui est intéressante, c'est que vu qu'il y a des changements d'érosion, des plaques tectoniques, qu'est-ce qui peut arriver? C'est qu'on se retrouve avec des changements d'environnement, comme ceci, et on se retrouve avec des sédiments, comme ceci. Maintenant, ces sédiments deviennent comme un peu une masse qui est ici, et cette masse permet d'avoir une certaine pression. Maintenant, lors de la formation ici de l'humus,
nous avions de la matière organique. Donc, par exemple, voyons voir, C6H12O6. Ça, c'est par exemple, c'est une molécule de sucre, oui, mais si on prend la cellulose, par exemple, la matière qui fait cette matière ligneuse dans les plantes, on se retrouve avec du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Mais chose intéressante, c'est que lorsqu'il y a décomposition, les bactéries vont prendre ceci, il y aura des transformations chimiques. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'une partie de l'oxygène est retournée dans l'atmosphère et on se retrouve ici, dans l'humus, avec des composés plus spécifiques. On va avoir du carbone comme ceci, il y aura aussi de l'hydrogène, il peut y avoir du soufre, il peut y avoir de l'azote, il y a toutes sortes d'éléments qui viennent de cette matière organique. Maintenant, si on met des millions d'années, qu'est-ce qui arrive, c'est que cette pression ici affecte notre humus qui est là. Donc, notre humus est une terre. Éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que nous allons avoir un endroit où on se retrouve avec un solide recouvert de sédiments comme cela. Et on a ce qu'on appelle ici du charbon. Dans ce charbon, on se retrouve, oui, avec du carbone, mais il y a aussi HY. Il y a beaucoup de composés qui sont faits de carbone et d'hydrogène. Donc, ça peut être, par exemple, CH4, qui est comme le méthane. On utilise ceci comme le gaz naturel. C2H6, C8H12. Il y a toute une série de molécules qui contiennent du carbone et de l'hydrogène qui se retrouvent ici dans ce solide. Et ça devient intéressant parce que ce solide qui est maintenant du charbon est une matière qui contient de l'énergie qui, dans le passé, était l'énergie accumulée par les plantes, l'énergie du soleil. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a ici de l'énergie potentielle. Donc, si on a la chance de prendre ici le carbone ou cette matière de charbon et qu'on ajoute de l'oxygène et qu'on le brûle, ceci nous permet d'avoir de l'énergie et du CO2 et de l'eau. Donc, ce CO2 vient de où? Vient du fait qu'il y a des millions d'années, il y a des arbres qui, avec l'énergie du soleil et de l'eau, ont fait de la matière organique. Donc, lorsqu'on utilise le charbon ou on utilise des combustibles fossiles, cette énergie qui était capturée du soleil est maintenant utilisée et le CO2 qui a été enlevé de notre atmosphère dans ce temps-là retourne à l'atmosphère. Donc, le charbon est formé par d'anciennes forêts et d'anciennes sources de matière organique qui est devenue ici des couches. Bien sûr, si on pense aux plaques tectoniques, il peut arriver que les sédiments se fassent éroder, comme ceci. Et c'est pour ça qu'on se retrouve ici avec, on peut peut-être dire des filons. Des filons ici, donc ce sont des couches sédimentaires et donc il y a eu, depuis des centaines d'années, il y a eu des mines pour venir chercher ce charbon. Maintenant, n'oubliez pas que les combustibles fossiles ne sont pas seulement solides, comme le charbon, mais on peut en avoir aussi sous forme liquide, comme le pétrole, ou sous forme gazeuse, comme le gaz naturel. Donc, c'est un peu comme ça que le charbon a été créé. Et je vais faire une note ici. Je me rappelle, il y a quelques années, je suis allé au Nouveau-Brunswick, qui est une des provinces ici du Canada, et je m'étais ramassé un morceau de charbon qui venait d'une mine. Et je vais voir si je peux trouver aussi un exemple pour vous montrer. Donc ici au Canada, on utilise souvent le charbon pour
faire des barbecues à la maison, mais autour de la planète, on utilise encore le charbon pour faire fonctionner les centrales électriques. Pourquoi est-ce que les personnes n'aiment pas qu'on utilise le charbon pour faire l'électricité ou le chauffage? C'est que lorsqu'on utilise le charbon, on crée une pollution qui est du dioxyde de carbone. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est du carbone qui a été retiré de notre environnement il y a des millions d'années. Ça veut dire que en faisant brûler le charbon ou le pétrole, on remet dans l'atmosphère le CO2 qu'il y avait dans le temps. Maintenant, on va dire, maintenant, il faut trouver un moyen d'enlever ce CO2. Maintenant, la façon naturelle serait bien sûr d'avoir des arbres, comme ceci. Parce que les arbres, bien sûr, ce sont une façon naturelle de le faire. Par contre, ça prend des années, des décennies pour avoir un grand arbre. Et les humains produisent beaucoup plus de pollution que les arbres peuvent enlever. Et deuxième chose intéressante, c'est que les humains, puisque notre population augmente, nous coupons les arbres pour pouvoir faire des habitations ou autre chose. Donc, même si la nature essayait de corriger ceci, ça ne fonctionne pas. Donc, on a besoin de technologie pour enlever le CO2. Alors, ça, c'est intéressant. Ça va être des informations qu'on va faire la semaine prochaine. Il y a des technologies pour enlever le CO2 de notre atmosphère et l'entreposer. Ça, c'est intéressant. Ça sera un des sujets de la semaine prochaine. Alors, j'espère que un chiffre alphabet, tu as compris un peu, alors on parle ici de concept de géologie parce que c'est fait avec un long terme. Est-ce qu'il y a du charbon qui se fond maintenant en 2022? Moi, je vais dire que si on est dans l'industrie, il y a différents types de charbon. Il y a du charbon où, dépendant de l'évolution, la quantité de carbone à l'intérieur peut varier. Donc, il y a du meilleur charbon que d'autres. Et il y a ce qu'on appelle aussi du charbon propre. Et le charbon propre, c'est pas le meilleur mot, mais c'est un charbon que les personnes essaient de promouvoir en disant c'est un charbon où il y a peu d'azote à l'intérieur, il y a peu de soufre à l'intérieur. Ça veut dire que lorsqu'il y a combustion, il n'y a pas de production ici de protoxyde d'azote ou ici d'oxyde de soufre, parce que ici, les protoxydes d'azote et les oxydes de soufre, qu'est-ce qui arrive, c'est que ceux-ci, dans l'atmosphère, avec l'eau, donc ceux-ci, avec l'eau, vont créer, devinez quoi, H2SO4 et H2NO3, si je me rappelle bien. NO4. Anyway, chose intéressante, ça crée des acides sulfuriques et des acides nitriques. Et quelle est la difficulté avec les acides? Ça crée des pluies acides qui n'est pas bon pour les bâtiments, les infrastructures, mais surtout les plantes. Parce que mettre des pluies acides sur un environnement tue l'environnement. Donc, il y a des personnes qui vont dire que le charbon propre est important. Tout de même, il y a la pollution. C'est jouer avec les mots, c'est juste qu'il y a moins de soufre à l'intérieur pour minimiser les pluies acides. Et ça, bien sûr, ça soulève à savoir quelles sont les meilleures façons de créer l'énergie. Tiens, on va faire ceci, énergie, la semaine prochaine aussi. On peut utiliser le solaire, on peut utiliser le nucléaire, on peut utiliser l'hydroélectricité, la géothermie. Il y a plein de façons de pouvoir avoir de l'énergie avec notre environnement. Et la question, c'est laquelle est la meilleure? Et ça, c'est toujours une question de débat avec les scientifiques, les ingénieurs et les politiciens. C'est intéressant. Donc,
Excellente question ici, Evangélie, et puis chiffre alphabet aujourd'hui. Si vous avez aimé notre émission jusqu'à maintenant, n'hésitez pas de vous abonner parce qu'à chaque samedi matin, je fais cette émission ici à partir de l'Ontario au Canada. Si vous avez des questions durant notre émission, vous les mettez dans le chat. Sinon, en rediffusion, vous les mettez dans la section commentaires parce que je suis ici pour répondre à vos questions avant tout. Et s'il arrive que je n'ai pas la réponse, je prends, ça me permet de réfléchir et je trouve la réponse pour vous pour la semaine suivante. Donc, c'est toujours fantastique de ce côté-là. Très bien. Alors, si vous avez une question supplémentaire, n'hésitez pas de les mettre dans le chat maintenant. Sinon, voici notre dernier sujet d'aujourd'hui. Et c'est le cycle de l'azote. Maintenant, ce qui est intéressant avec le cycle de l'azote, et je vais mettre ici une carte, j'ai fait une vidéo sur le cycle de l'azote il y a quelques années, si je me rappelle bien. C'est le fait que dans notre corps, nous avons toutes sortes de molécules chimiques, de vitamines, de minéraux, de structures qui permettent à notre corps de bien fonctionner. Donc, même avec l'ADN, dans l'ADN, on se retrouve avec matière organique, avec le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, et il y a aussi de l'azote. Maintenant, ce qui est intéressant avec l'azote, c'est que nous inspirons de l'azote à chaque respiration, mais tout l'azote est expiré parce que notre corps ne peut pas absorber l'azote de l'atmosphère. Donc, on absorbe l'azote ici par un procédé qui est intermédiaire. Donc, je mentionne ceci parce qu'il y a quelqu'un qui me parlait de certains sous-produits de tout ce cycle, et c'est intéressant, vous allez voir. Alors, voyons voir. Si nous regardons le cycle de l'azote, donc on va regarder l'image et après ça, on va faire un peu de chimie. Nous avons ici, voilà, de l'azote atmosphérique. Nous savons que les organismes vivants qui respirent ne peuvent pas utiliser cet azote. Et une des raisons, on va voir, comme ceci, comme cela. Lorsque nous avons deux oxygènes comme ceci, chaque oxygène a 6 électrons de valence chacune et donc vont partager ici 2 électrons chacun. Par contre, avec l'azote, avec la façon que c'est, ils ont 5 électrons de valence. Ça veut dire qu'ils doivent partager 6 électrons. Ça veut dire que les deux azotes qui sont ici ont tendance à être plus fortement liés. Donc, notre corps s'est dit que c'est disponible, mais c'est plus compliqué, plus difficile que d'utiliser l'oxygène. Donc, l'évolution a décidé d'utiliser l'oxygène. Très bien. Donc, notre corps ne peut pas l'utiliser, on doit l'absorber de façon différemment. Et vous savez comme moi que nous buvons de l'eau et des liquides durant la journée et nous mangeons de la nourriture solide aussi. Donc voilà, on absorbe notre azote à partir de nourriture. Alors regardons, lorsqu'une plante va pousser, cette plante a besoin de nutriments qu'elle va prendre dans le sol. Mais chose intéressante, il y a aussi des bactéries dans le sol et ces bactéries font des procédés de métabolisme qui aident les plantes. Donc les plantes sont là pour retenir le sol, croître, entretient cette biologie ou cette vie de bactéries qui permet aux plantes et aux bactéries et plantes de travailler ensemble ici. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est notre première équation qui est juste ici. Ces bactéries, comme métabolisme, et voyons voir, il y a un mot pour les appeler, c'est les cyanobactéries. Donc, il y a un petit peu de cyanure dedans,
mais tout de même, ça permet ils utilisent l'azote, et en même temps, la matière organique qui vient de où? Qui vient des plantes, ils prennent l'eau qu'il y a dans le sol, et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont changer la chimie du sol. Et ici, cet azote qui est un gaz devient de l'ammonium. Donc, on va fixer de l'hydrogène avec l'azote. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a plusieurs bactéries, et ces bactéries qui créent l'ammonium, il y a d'autres bactéries qui vont prendre cet ammonium et dans leur métabolisme vont créer l'ammoniac gazeux. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on se retrouve ici avec des nouveaux produits chimiques qui sont dans l'environnement. Donc, chose intéressante, les plantes, avec ces bactéries, vont créer de l'ammoniac gazeux. Et puis, cet ammoniac fait partie du sol. Maintenant, l'ammonium, ce qui est intéressant, c'est que l'ammonium peut être utilisé par ces bactéries, et je sais que c'est un peu de chimie. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que cet ammonium va créer cet ammoniac, mais en même temps, cet ammonium, avec d'autres bactéries, vont créer les nitrites et les nitrates. Donc ici, il y a des mots scientifiques qu'on peut utiliser. Nous avons on se retrouve avec l'azote gazeux qui vont créer ici l'ammonium et l'ammoniac. Très bien. Maintenant, autre aspect qui va arriver, il y a d'autres bactéries qui vont faire ce qu'on appelle, qui vont prendre l'ammonium et surtout l'ammonium ici, non, l'ammoniac, et vont créer NO3- et NO2-, voilà. Et ça, c'est même le petit graphique ici. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces bactéries qui forment l'ammoniac, c'est qu'il y a une autre façon, un procédé qu'on appelle la nitrification. Donc, nous avons la fixation de l'azote, ici la nitrification, et ici, il y a la formation de nitrites et de nitrates. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que les nitrites et les nitrates, ici, sont des composés qui, avec d'autres ions, vont créer des composés ioniques. Mais en plus, c'est que ce sont des molécules qui vont se dissoudre dans l'eau facilement. Alors ça, c'est fantastique parce que nous avions de l'azote gazeuse qu'on ne pouvait pas utiliser. Les bactéries les utilisent dans leur métabolisme et maintenant on a des nitrites et des nitrates qui sont solubles dans l'eau. Et donc les plantes vont absorber ces nitrites et ces nitrates. Mais puisque les nitrites et les nitrates, voyons voir, je vais mettre le tableau ici, puisque les nitrites et les nitrates ont ici des charges négatives, c'est que ceux-ci vont pouvoir s'associer avec d'autres minéraux qui sont dans l'environnement. Que ce soit le potassium, que ce soit le sodium, ça peut être le magnésium, ça peut être le calcium. Donc, il y a plusieurs procédés, mais ceux-ci, puisqu'ils sont solubles dans l'eau, vont pouvoir prendre ces ions positifs et permettre aux plantes de les absorber. Et ça, c'est fantastique, parce que lorsque la plante va croître, il y aura à l'intérieur de sa structure des nitrites, des nitrates. C'est ça, surtout des nitrates, si je me rappelle bien. Et les nitrates ont emmené ces minéraux, et puisque nous mangeons ceux-ci, nous allons absorber ces minéraux. C'est pour ça qu'on dit souvent de manger une variété de nourriture fraîche, manger ses légumes et ses végétaux, parce que différentes couleurs représentent différentes molécules et donc permet d'avoir une bonne absorption de minéraux. Très bien. Maintenant, l'ammonium, est-ce que c'est quelque chose qui est utile pour nous comme humains? Pas du tout. Par contre, dans l'environnement, c'est important parce que
Ceux-ci, quelquefois, vont entrer en composition avec le nitrite et les nitrates, mais c'est surtout pour aider les bactéries à créer ce qui est nécessaire pour que les plantes puissent les utiliser et nous, les humains, bien sûr. Maintenant, il faut bien dire, comme toute chose, si on utilise trop ou on absorbe trop de nitrite et nitrates, ce n'est pas bon pour la santé. Je sais qu'il y a des compagnies qui utilisent les nitrites comme agent de conservation. Donc, alors, il y a certaines charcuteries qui vont faire cela. Est-ce que c'est une bonne chose? En petite quantité, notre corps peut s'adapter, mais en trop grande quantité, là, ce n'est pas bon, bien sûr. Donc, le cycle de l'azote est important parce qu'on a besoin justement de cet azote dans notre corps qui est ici. Très bien. Et bien sûr, puisque c'est un cycle, il y a d'autres bactéries qui, eux, utilisent les nitrates. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'azote va retourner dans l'atmosphère comme un grand cycle pour s'assurer que les bactéries, les végétaux, les animaux qui mangent les végétaux et autres puissent avoir un certain équilibre. C'est pour ça que si on déséquilibre cela, si on met des engrais chimiques, alors mettre des engrais chimiques dans une ferme, on peut ajouter certains composés qui contiennent l'ammonium, on peut ajouter des nitrates, on peut ajouter des phosphates. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que les plantes poussent plus rapidement. Mais les bactéries ont de la misère à s'adapter à ceci, et si les bactéries meurent, on a un sol qui devient pauvre en micro-organismes. Ça veut dire que si c'est pauvre en micro-organismes, le sol ne peut pas se refaire lui-même, le sol. Le sol ne peut pas se refaire lui-même, et c'est un grand cycle où on doit toujours ajouter des engrais chimiques. Par contre, nous avons des micro-organismes qui sont là pour nous aider, bien sûr. Voilà. Une chose intéressante, on a ici qu'il y a de l'ammoniac qui est utilisé, qui est créé, et c'est un gaz. Peut-être que vous connaissez déjà qu'il y a certains nettoyants qui utilisent de l'ammoniac parce que ça permet de pouvoir nettoyer plus facilement. Alors ça ici, c'est quelque chose que je mentionne souvent à mes élèves, c'est que dans notre corps, lorsqu'on fait notre digestion et notre métabolisme, nous créons de l'ammoniac aussi. Alors, lorsqu'on va uriner, par exemple, il y a cette petite odeur qui est de l'ammoniac. Il y a de l'ammoniac dans les nettoyants. Et nous, on ne le sent peut-être pas toujours, mais pensez à certains animaux comme les chiens. Ceux qui vont promener leurs chiens vont uriner à certains endroits, ils vont renifler, ils vont dire « Oh, il y a un autre chien qui est passé, donc ils vont uriner un petit peu à cet endroit pour dire « J'étais ici ». L'urine de chien a de l'ammoniac aussi. Donc, le truc qui est important, c'est qu'il y a certains animaux comme les chiens qui vont les renifler beaucoup de plus. Et s'il y a de l'ammoniac à un endroit, soit qu'il y a, je ne sais pas, soit qu'il y avait une superbe concentration de bactéries, mais surtout qu'un autre chien est passé, on a une augmentation de ce gaz d'ammoniac à cet endroit. Ça veut dire que si vous avez un petit chiot ou à la maison, il y a un dégât, par exemple. On veut nettoyer, un petit chien a uriné dans la maison pendant qu'on entraîne le petit chien. Assurez-vous que le nettoyant que vous utilisez n'a pas d'ammoniac. Parce que nous, dans la maison, on utilise ces nettoyants sans problème, mais si on a des petits chiots, les petits chiots se promènent et disent « Oh, ça sent l'ammoniac ici, donc je vais uriner à cet endroit. » Donc, ça devient un cercle vicieux parce que vous voulez nettoyer votre maison avec un nettoyant qui a de l'ammoniac et le petit chiot voit qu'il y a de l'ammoniac ici, donc va uriner un petit peu pour étendre ses odeurs ici et là. Alors, si vous avez un petit chien, n'oubliez pas, vous voulez avoir un nettoyeur qui n'a pas d'ammoniac dedans pour minimiser cela. Donc ça, c'est un petit truc qu'un vétérinaire m'a donné il y a quelques années. Alors sur ce, je pense que c'est le cycle de l'azote. Nous allons parler de pollution la semaine prochaine parce que nous allons continuer de parler de
CO2, de puits de carbone, et je pense qu'on va faire aussi sur la production d'énergie. Et bien sûr, on va continuer avec notre astronomie. Dans ma classe cette semaine, nous parlons du système solaire. Donc, je suis certain que je vais parler du système solaire la semaine prochaine. Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir d'avoir répondu à vos questions. Alors, merci, Evangeliste, pour ta question sur le télescope Hubble. Merci, Chiffre Alphabet, pour ta question sur le charbon. Sur ce, si vous avez des questions suite à cette rediffusion, mettez-les dans la section commentaires en bas parce que je regarde toujours vos commentaires et vos questions. S'assure de garder cette émission qui fonctionne très bien et je vais vous envoyer ici à une autre vidéo qui sera d'intérêt pour vous, j'en ai aucun doute. Alors sur ce, on se voit sur le prochain vidéo et sur ce, passe une belle semaine. Au revoir et on se voit là.